Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui sur le podcast À côté de mes pompes pour l'épisode 220, après une semaine de reprise pour moi ayant retrouvé le chemin du lycée et des élèves en pleine forme pour débuter ce mois de janvier. J'espère que de votre côté, l'énergie est au rendez-vous, que vous prenez beaucoup de plaisir à sortir malgré les frimas de l'hiver. Le froid s'installe sur notre pays et il faut faire preuve de courage pour sortir les baskets et mener nos entraînements, adoptant bien évidemment cette stratégie de l'oignon, à savoir ces 3 couches superposées sur le haut du corps, et ainsi on peut courir vraiment en toute sérénité. Afin de nous réchauffer un petit peu, je vous propose de prendre la direction du sud du Portugal, et plus précisément de la région de l'Algarve. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir sur le podcast pour cet épisode Nuno Barbosa, qui est coach sportif, et que ce soit en présentiel ou à distance, Nuno accompagne des sportifs pour les aider à se remettre en mouvement, à relever des défis, mais aussi à se dépasser en compétition. J'ai fait la connaissance de Nuno juste après l'épisode enregistré avec Laura, dont il est l'entraîneur. Et dans cet épisode, nous avons bien évidemment abordé la course à pied, sa pratique du trail et de l'ultra-trail, tout en abordant dans un premier temps sa carrière de footballeur, mais également d'entraîneur, puisqu'il a pendant de nombreuses années été sur les bancs au bord de la pelouse. Vous allez découvrir une personnalité haute en couleurs, porteur de valeurs telles que la générosité, l'entraide, mais également le plaisir. Et ce n'est pas pour rien que sa page Instagram s'appelle Kiffe ton run. Par ailleurs, si vous êtes amateur de voyage, de randonnée, de balade en famille, Nuno vous accompagnera sur ces sentiers au sud du Portugal afin de vous faire découvrir de magnifiques paysages. Donc un grand merci à toi, Nuno, d'avoir accepté l'invitation du podcast et de t'être livré sur ces différentes facettes qui composent ton activité professionnelle et sportive aujourd'hui. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Nuno Barbosa. Kiffe ton run, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nuno, cap sur le Portugal aujourd'hui. Alors, il doit faire un petit peu plus de soleil que du côté d'Orléans. On frôle les gelées de notre côté. Moi, je te souhaite la bienvenue parce que tu es un sportif passionné, ancien footballeur, aujourd'hui entraîneur. Et à l'image de ta page Instagram, c'est Kiffe ton run. Alors, on va kiffer pendant cet épisode avec toi. Sois le bienvenu. Merci, bonjour Seb, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation, c'est cool. Donc oui, effectivement, ici, à l'heure où on se parle, il y a du soleil, le ciel est bleu. Donc voilà, si j'ai la possibilité au travers de ce podcast de pouvoir transmettre un petit peu de soleil, allons-y gaiement. Avant de revenir sur ton activité, ce que tu fais au Portugal, je vais te laisser te présenter. C'est un petit peu l'état civil, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans ta carrière et quelle est la place du sport dans ta vie? Est-ce que ça remonte à très très loin? Alors moi, je m'appelle donc Nuno, on m'appelle Nuno si on le dit en version portugaise. Donc pour les intimes, donc tu peux m'appeler comme ça, il n'y a pas de problème. Donc j'ai 43 ans, je suis marié avec Sandra. On a eu 2 adorables enfants qui ont presque aujourd'hui 17 et 14 ans d'ici quelques jours pour les 2. Donc aujourd'hui, je suis installé depuis un petit peu plus de 3 ans donc au sud du Portugal, en Algarve, donc pas très très loin de Faro. Et donc du coup, je suis né donc du côté de la Picardie, donc pas très loin de Compiègne pour ceux qui connaissent. J'y ai vécu quelques années, mais ensuite j'ai migré vers Paris où j'y ai habité pendant une quinzaine d'années. Et ensuite, par manque de soleil, du coup, je suis redescendu sur Bordeaux, où je me suis rapproché de mon Portugal. Où là, c'est pareil, j'y suis resté à peu près une quinzaine d'années et maintenant un petit peu plus de 3 ans, donc installé au Portugal, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Et après, au niveau de mon activité professionnelle, alors je suis un peu
non pas le couteau suisse, mais le couteau portugais, on va dire, parce que je fais un petit peu de tout. La Je suis truelle, on devrait dire. entrepreneur. Ouais, la truelle, ouais, exactement. La truelle, la multi-truelle même, puisque je suis, voilà, je fais plusieurs choses. Je suis entrepreneur, donc de deux entreprises. La première qui s'appelle Kiffe ton Run, donc qui est une entreprise donc spécialisée donc dans l'accompagnement et le suivi d'athlètes, notamment dans le trail running. Donc je suis coach, donc entrepreneur mais coach aussi. Mais je ne fais pas que dans le trail running, puisque je fais aussi de la réathlétisation. J'accompagne aussi des athlètes qui souhaitent faire du sport ou se remettre au sport. Et ensuite, donc j'ai créé donc là il y a quelques années avec Sandra donc NB Evasion, donc une entreprise qui est implantée ici dans le sud du Portugal, où nous proposons donc des activités outdoor, donc telles que des randonnées pour permettre en fait de découvrir notre belle région, l'arrière-pays notamment, avec l'idée de partager un petit peu les coutumes, les traditions, la gastronomie, au travers d'une activité sportive cool, puisque ça reste ça reste des balades qui peuvent être réalisées en famille. Et puis on propose aussi également des stages trail, notamment pour ceux qui sont un petit peu plus sportifs. Mais notre devise par rapport à tout ça, c'est tu t'occupes de rien. Enfin, on s'occupe de tout et tu ne t'occupes de rien. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc tu viens ici au Portugal et en fait voilà, t'es pris en charge et tu es juste là pour kiffer tout simplement. Est-ce que ça a toujours été dans ton envie de mettre en place ces activités, ou est-ce que tu as eu d'autres activités avant de basculer dans ce coaching et dans cet entrepreneuriat autour du tourisme? Alors moi moi au départ j'ai dès tout petit, donc j'étais dans le sport. À partir du moment où je suis rentré au collège, on a à peu près 10-11 ans, donc je suis rentré en sport-études. Où donc là j'ai donc dirigé vers le football, parce que j'ai été très très longtemps dans le football, mais j'ai touché aussi à d'autres sports collectifs tels que le handball ou le basket. Et après des sports plus individuels, tennis de table également, course à pied, qui est venu aussi un petit peu plus tard, mais il y avait aussi la course à pied. Mais le sport, ça a toujours été, voilà, ça a été mon fil conducteur. Malgré tout, lorsque tu fais sport-études, et j'ai fait ça jusqu'au lycée, t'es quand même obligé de faire autre chose que du sport. Donc moi, j'ai basculé un petit peu par défaut, parce qu'il fallait aller bien quelque part dans la comptabilité gestion. Donc j'ai un diplôme de comptabilité gestion, que j'ai été amené à mettre en route malgré moi, suite à ma grave blessure donc dans le football, puisque j'ai été très longtemps joueur de foot. J'ai été écarté des terrains donc suite à une grave blessure, donc qui a fait que du coup ma carrière s'est terminée. Donc en parallèle, c'est là où je suis rentré donc en tant qu'entraîneur. Mais bon, à l'époque, je n'arrivais pas à vivre que de ça, donc il fallait bien travailler. Donc j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années dans la comptabilité, sur Paris et un petit peu sur Bordeaux, un petit peu moins, parce que sur Bordeaux j'ai très vite quitté la comptabilité, parce que j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Mais voilà, c'était un petit peu aussi mon autre facette. C'est ce qui, en fait, finalement, ce qui me sert en fait finalement aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, puisque quand tu es formé à la comptabilité, quand tu es entrepreneur, ces notions de comptabilité sont hyper importantes, parce que quand tu as un comptable face à toi qui te parle des choses, du coup automatiquement ça aide. Donc ça aide pas mal ma femme en fait finalement, parce que quand ça commence à parler chiffres, des bilans, des machins, des choses, bon, là elle me regarde, elle me dit OK, c'est pour lui, c'est plus pour moi. Voilà, donc voilà. Mais après très vite j'ai très vite compris qu'en fait être dans un bureau c'était pas pour moi. Avoir un chef, c'était pas pour moi non plus. C'était un besoin naturel de pouvoir contrôler les choses. Et c'est tout naturellement que je voulais retourner dans le milieu du sport, en vivre. Donc j'ai tout fait pour. Donc j'ai passé les diplômes, j'ai passé tout ce qui était possible de passer à l'époque. Je me suis formé, je me suis fait accompagner, et j'ai tout fait pour être ce que je suis aujourd'hui. Donc ça n'a pas été simple, mais avec beaucoup de détermination et de motivation, c'est passé. Donc aujourd'hui il faut durer, parce que y être c'est bien, maintenant il faut durer, il faut savoir se renouveler. Donc c'est ce que je fais au quotidien. En tant qu'entraîneur, si tu étais à la tête d'une équipe de football,
tu avais cette possibilité de transmettre et de Oui. gérer un petit peu tout. Pourquoi avoir abandonné le vestiaire pour reprendre ta liberté sur les chemins au sud du Portugal? Alors en fait, c'est assez simple. Moi, j'ai vécu, enfin dans mon cursus sport-études, j'ai été en fait formé à travailler dans un collectif. Et ça, pour moi, c'était quelque chose, la camaraderie, même si c'est quelque chose de professionnel, mais c'était le collectif, tous les entraîneurs que j'ai pu croiser ou les éducateurs, c'était le collectif qui était mis en avant. Donc moi, en fait, j'ai baigné là-dedans. Quand il y avait un match de foot, il y avait pas forcément Pierre, Paul ou Jacques qui étaient plus forts. Non, tout était noyé dans le collectif. Donc on perdait ensemble, on gagnait ensemble. Donc moi, quand j'ai basculé en tant qu'entraîneur, bien évidemment, j'ai voulu retrouver ça. Bien évidemment, j'ai eu la chance de pouvoir entraîner de bons joueurs, très bons joueurs, dans de très bons clubs. Il y avait des individualités, mais on arrivait à noyer un petit peu tout ça. C'était le collectif. Sauf que en fait, le football aujourd'hui a évolué depuis quelques années déjà. Hein, ça date pas d'aujourd'hui. Le football a évolué et aujourd'hui, ça c'est aussi le milieu professionnel qui montre ça, c'est que on constate qu'aujourd'hui on met plus en avant l'individualité que le collectif. Et ça, quand on voit ça dans le milieu professionnel, bien évidemment, ça a un impact sur les clubs semi-professionnels, voire amateurs. Et quand toi, tu es entraîneur et que tu vois que tu constates que certains joueurs commencent à vouloir prendre le dessus sur le collectif, ça devient, en tant qu'entraîneur, compliqué. Parce que, oui, tu as besoin de ce joueur-là, il faut pas le froisser, mais pour autant, il faut lui faire comprendre qu'il faut qu'il se noie dans le collectif et qu'il arrivera pas à faire les choses seul, etc. Sauf que tu en as certains qui le comprennent et d'autres qui le comprennent pas. Donc, quand tu n'as qu'un seul cas à gérer, ça va. Mais quand tu commences à en avoir plusieurs, c'est là où ça commence à devenir compliqué. Donc, tu passes plus ton temps à faire du social, à discuter avec les joueurs que plus à être sur le terrain, t'entraîner, à faire de l'analyse tactique pour contrer l'adversaire, etc. Donc, ça, en fait, moi, de fil en aiguille, ça m'a usé. Ça devenait de plus en plus compliqué, la pression devenait de plus en plus importante. Il y avait aussi certains agents qui venaient aussi, hein, voilà, ça arrivait aussi, certains agents qui te contactent carrément, qui arrivaient à choper ton numéro de téléphone, enfin mon numéro de téléphone, ils te contactent, et pourquoi il est sorti, ceci et cela. Bon voilà, il y a toute une pression qui fait qu'à un moment donné, ça c'est plus football, c'est plus le collectif que j'avais quand j'étais plus jeune, et donc du coup j'ai dit stop. Stop, c'était un trop plein, et donc du coup j'ai décidé d'arrêter. Maintenant ça fait 4 ans, je crois, si je te dis pas de bêtises, 4 à 5 ans. Donc c'est assez récent, mais assez lointain, et pour rien te cacher, voilà, ça me manque pas du tout. Tu disais avoir été bridé dans notre conversation en off, hein, par rapport au discours, par rapport aux paroles que tu pouvais avoir. Et l'idée du podcast, c'était pas forcément quelque chose de très naturel, hein. Tu le mettais un petit peu en arrière-plan. C'est suite à l'épisode avec donc Laura Fleury que tu entraînes, où nous avons commencé à échanger. Tu t'es dit finalement, pourquoi pas? Pourquoi tu sentais, alors là, dans ce rôle d'entraîneur de football, être totalement bridé, et pourquoi ne pas avoir osé, là, dans ce rôle d'entraîneur, coach, trail running, prendre la parole et pouvoir exposer ta philosophie? Alors, pour reprendre justement sur ce que tu disais, sur l'aspect bridé, on est obligé de se brider. Voilà. Il faut tous les mots aujourd'hui que l'on peut utiliser, notamment dans le football, mais même dans d'autres sports, mais plus particulièrement le football, c'est que un mot utilisé ça peut faire la une pendant une semaine dans les grands journaux. Donc chaque mot en fait est important, et même une gestuelle, quand par exemple tu as une caméra ou des choses comme ça, c'est hyper important. Bridé, pourquoi? Parce que les joueurs, par exemple, bien évidemment, à chaque match, tu es interviewé, ou tu avais des émissions radio. Il t'est arrivé de temps en temps de participer à des émissions radio pour parler du match du week-end, etc. Un mot qui est mal utilisé, tu sais que dans le vestiaire, ça va te retomber dessus, parce que automatiquement derrière, les joueurs écoutent ou les joueurs lisent. Et automatiquement, ça devient encore. T'as déjà une difficulté déjà à gérer déjà les égos, mais si en plus derrière tu dois gérer l'aspect communication parce que tu as utilisé tel mot alors qu'en fait pour toi il n'y avait rien de méchant, du coup ça prend des proportions qui sont encore plus importantes. Donc du coup en fait à chaque intervention, il est évident que je prenais le temps de
je construisais même déjà mon argumentaire de telle manière à être vigilant sur ce que j'allais dire. Donc ça, c'est quelque chose. En plus, pour les gens qui me connaissent, moi, je suis plutôt franc de collier. Je vais pas dire que je suis grande gueule, mais si je dois dire quelque chose, je le dis. C'est contre nature. Parce que voilà, il m'est arrivé de passer des coups de gueule et voilà et de le faire, notamment quand tu es interviewé juste après le match, quelques minutes après un match, ou si ça s'est pas passé comme tu le voulais, des fois voilà, ça part, mais tant pis, voilà, t'assumes. Donc ça, à un moment donné, voilà, j'ai dit stop. Alors c'est vrai qu'après sur les aspects podcast, etc. Quand t'es entraîneur, t'es mis en avant. Aujourd'hui, moi, ma position, c'est plutôt de dire, voilà, ok, aujourd'hui, je suis entraîneur, certes, plus de foot, mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas moi, c'est plus moi en fait. C'est de faire briller en fait mes athlètes et c'est plutôt eux que je cherche à faire briller. Et c'est mes réseaux sociaux, notamment, j'utilise énormément Instagram et Facebook. Dès qu'un de mes athlètes qui est performance ou pas, c'est même pas la question. Voilà, je mets en avant tout de suite. Voilà. Et très souvent, les athlètes aujourd'hui, souvent me remercient, merci coach, j'ai réussi à faire tel truc, c'est grâce à toi, tout ça. Je dis non. C'est grâce à toi avant tout. Le coach, lui, il est là, il accompagne, mais si toi t'as pas envie ou si t'as pas la motivation pour le faire, voilà. Donc moi, j'essaye de par ma position d'être un petit peu en retrait. Je suis l'homme de l'ombre. Je fais, j'analyse, je sais ce qui se passe, je sais comment l'athlète vit, etc. Mais après, qui c'est qui doit briller, c'est l'athlète et pas le coach, quoi. Comment tu as basculé de cette carrière de footballeur avorté, suite à un problème au genou avec un ménisque qui ne voulait plus aller dans le même sens que toi, à cette carrière de coureur à pied, trailer, ultra trailer, parce qu'aujourd'hui tu parcours quand même de grandes distances. Moi qui suis passé par le football également, étant jeune jusqu'à 20 ans, un problème de ligament croisé, c'était pas le ménisque, mais j'ai fait une croix sur les terrains et les crampons. C'est pas naturel. On ne court pas de la même façon quand on est sur un terrain de foot et sur un sentier ou sur la route. Comment tu as évolué? Comment tu as cheminé? Et est-ce que tu as pris du plaisir tout de suite à cette pratique un petit peu différente de celle qui était la tienne sur les terrains de foot? Alors moi, en fait, la course à pied, comme je le disais, moi je courais déjà en étant très jeune. La course à pied, ça a toujours été. En fait, je me servais de la course à pied, notamment après les entraînements. Moi, je faisais toujours plus que les copains. C'est-à-dire, il y avait les entraînements, etc. Moi, j'avais compris que si je voulais vraiment réussir, il fallait faire plus. Donc, fallait faire plus. Donc, c'était soit rester un petit peu plus longtemps sur le terrain, faire des frappes, etc. Soit c'était d'aller courir, soit sur une piste, ou dans mon village, d'aller faire des tours. Moi, c'est la compétition, en fait, c'est la performance qui m'a toujours, en fait, guidé. Alors, moi, en étant, pour faire bref, quand j'étais gamin, j'étais omnibulé par la compétition. J'étais omnibulé par une chose, c'était notamment quand je voyais des coupes. Moi, j'ai toujours été omnibulé par des coupes. Voilà, une coupe. Voilà. Pour moi, c'était la consécration. Donc, pour pouvoir avoir cette coupe, la seule façon, c'est de travailler. Donc, quand tu fais un sport collectif ou un sport individuel, parce que j'ai fait aussi de la compétition en course à pied, tu vas faire plus que les autres. Donc, à l'époque, courir, c'était quelque chose de naturel. Pour autant, j'étais pas attiré à l'époque par les grandes distances, parce qu'à l'époque tout ce qui était trail, ultra trail, ça existait, mais ça c'était pas médiatisé, on connaissait pas ça. Mais malgré tout, ce que j'aimais en fait dans la course à pied, c'est que tu avais la maîtrise de toi-même. Tu dépendais pas de quelqu'un, d'un entraîneur. Donc ça, en fait, au fil du temps, moi, ça m'a accompagné. Et le jour où en fait finalement j'ai arrêté d'entraîner, donc ça m'a permis de continuer à courir, mais d'avoir du coup plus de temps. C'est là où j'ai vite compris qu'en fait, ok, tu te retrouves plus dans le milieu du foot parce que toi, tu es quelqu'un qui est collectif, mais où finalement, c'est un sport qui est devenu individuel. Alors que finalement, aujourd'hui, la course à pied et le trail running de manière générale, c'est un sport qui est individuel. Alors que moi qui viens quand même du collectif, mais où finalement le collectif est hyper important. On voit la communauté quand on regarde, ne serait-ce sur les réseaux, etc. On voit que la communauté elle est hyper importante. Moi aujourd'hui, je fais partie de la team Ruban Bleu, comme Laura en tant qu'athlète. Mais voilà, qu'est-ce qui ressort en fait de cette équipe, c'est pas tant les performances, c'est surtout le fait on est une communauté, on est soudés. Donc typiquement, c'est ce que j'ai connu en étant joueur.
et mes premières années d'entraîneur. Donc automatiquement, bah oui, j'ai basculé là-dedans. Et puis, bah, quand tu cours, bah, t'es maître de toi-même. Donc ça revient un petit peu sur ma philosophie de vie qui consiste à dire, bah voilà, aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur parce que bah, aujourd'hui, je me gère moi-même. Voilà, j'aime avoir le contrôle. Voilà. Donc du coup, bah, la course à pied, bah, pour ça, c'est parfait, quoi. Il y a du contrôle, il y a le fait de pouvoir être aux manettes de toute ta programmation, de l'entrepreneuriat jusqu'à la pratique sportive. Malgré tout, tu aimes le partage, tu aimes transmettre ton savoir. C'est pas quelque chose que tu tiens à garder pour toi. Ça fait partie aussi de ta philosophie. Ouais, tout à fait. Ça c'est aussi la raison pour laquelle je partage en fait sur les réseaux. C'est pas pour une histoire d'ego, des choses comme ça. Je recherche pas la gloire. C'est surtout de pouvoir faire comprendre de manière aux gens, de dire voilà, si moi j'y arrive, pourquoi toi derrière ton écran tu n'y arriverais pas. Alors ça s'est fait, ça s'est fait de manière progressive, bien évidemment. Aujourd'hui, je suis ultra trailer, je fais des très longues distances, mais bien évidemment, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Donc ça s'est construit en fait de fil en aiguille. Au départ, moi j'ai commencé la course à pied, je faisais des 3 km 500 en compétition, 3 km 500, les courses pédestres que tu pouvais trouver. Alors bon, j'étais un fada parce qu'en fait, j'étais omnibulé par la compétition. Donc moi, c'était les premières places. Donc alors c'était même trop parce que des fois, même quand j'arrivais pas premier, j'arrivais sur la ligne d'arrivée, je pleurais, quoi. Voilà. Donc ça j'étais complètement, c'est un truc de fou. Et même partout dans tous les sports que j'ai pu faire, je perdais, tu me récupérais en lambeaux parce que pour moi c'était une honte de perdre. Donc c'est ça en fait c'est ça qui m'a animé. Aujourd'hui avec l'âge, bon ça y est, maintenant je suis un petit peu plus détendu. J'aime la performance, je suis un petit peu plus détendu. Mais aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, c'est de dire voilà, moi j'ai ce cursus là, voilà, certes j'étais dans le sport, j'ai baigné dans le sport, j'étais formé dans le sport. Mais je suis monsieur tout le monde, je suis constitué comme tout le monde. Et donc ici, mon objectif, c'est de dire voilà, on construit en fait de fil en aiguille. Je vis des choses, mais pourquoi se les garder pour soi? Pourquoi ne pas le partager en fait avec d'autres? Et en fait, au départ, quand j'ai basculé en fait dans le coaching, en fait, ça s'est fait un peu de manière par hasard. Parce qu'au départ, lorsque j'ai commencé à partager un petit peu ce que je faisais, mes entraînements, mes contenus, les quelques courses, parce que je suis pas spécialement quelqu'un qui fait énormément de courses, j'en fais très très peu en fait dans l'année pour une bonne raison. Fait que du coup, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que tu es dans une position où les gens ils te suivent. Ils se disent waouh, c'est génial, comment tu fais, etc. Donc au départ c'est une personne, 2 personnes, 5 personnes, et puis c'est de plus en plus. Et comment tu fais, et tu peux pas m'aider. Et à un moment donné, quand il y a eu tu peux pas m'aider, au départ tu dis ok, il y a pas de souci, je peux t'accompagner, etc. Et puis voilà, tu reprends un petit peu ta formation de coach, et puis voilà, de fil en aiguille tu montes. Puis au départ quand c'est une personne, 2 personnes, bon, tu te dis ok, tu fais ça un petit peu en sous-main. Quand ça commence un peu à grandir, tu te dis ouais, là il y a un problème, là il va falloir faire les choses un petit peu légal entre guillemets. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait Kiffe ton Run, qui au départ était juste un pseudo de runner, est devenu aujourd'hui une entreprise. Juste simplement parce que je me dis bah ouais, en fait c'est chouette parce que les gens aiment ce que je fais, et en plus ils apprécient le partage, parce que derrière les réseaux sociaux c'est aussi de partager quelque chose. Et je me suis dit mais ok, pourquoi ne pas professionnaliser la chose et pouvoir accompagner de A à Z les gens. Et donc cet amour de partager, parce que j'ai une passion, ça garder soi-même, pour moi, ça n'avait pas de sens. Je dis, autant la partager avec d'autres personnes. Et si en plus je peux apporter mon expérience, allons-y, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, aujourd'hui, Kiffe ton Run est une entreprise, mais le chiffre d'affaires, si on parle d'un point de vue comptable, si je parlais comptable, ça m'intéresse pas, en fait, finalement. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir partager quelque chose, partager une expérience et pouvoir accompagner quelqu'un pour que cette personne-là puisse avoir le même bonheur, le même plaisir, les mêmes émotions que ce que moi je peux ressentir en tant qu'athlète. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est ce qui me parle le plus. Donc concrètement, tu entraînes comme tu cours. Tu as la même philosophie d'athlète et tu vas essayer de le transmettre aux personnes qui viennent à toi. Ouais, exactement. Après, j'adapte bien évidemment en fonction des capacités des personnes. On n'a pas tous la même vie. Le côté socio-professionnel est très important. Moi, j'ai la chance de pouvoir organiser mes entraînements en fonction aussi de mon planning. Si à un moment donné, je peux très bien être à la maison, travailler à la maison, ok, j'arrête, je baisse l'ordinateur, je fais courir 1 heure, 2 heures, 3 heures, je reprends ma douche, je reprends le travail. Toi, tu es en entreprise, tu peux pas à 3 heures de l'après-midi dire
OK, patron, je m'en vais, je vais courir 3 heures parce que le coach me l'a dit et je reviens. Bah non, ton patron, il va te dire, ben non. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Par contre, oui, je fais en sorte de ce que moi je ressens, c'est essayer de le retranscrire après derrière à mes athlètes. Moi, je suis presque même un petit peu testeur parce que moi, je me contente pas de faire du copier-coller à gauche à droite sur Internet. Je construis mes propres plans d'entraînement, je teste, je regarde un petit peu ce que ça donne sur le long terme. Donc, en fait, la seule personne qui peut réellement les tester, les ressentir, bah, c'est moi, en fait. Donc, donc je vais travailler sur une méthodologie. Quand je prépare une course, en fait, finalement, je prépare cette course, mais en réalité, ça permet, pourquoi pas, de le retranscrire, en fait, sur d'autres athlètes. Parce que si ça marchait sur moi, potentiellement, ça peut marcher sur toi ou sur d'autres personnes, avec des adaptations, bien évidemment. Mais donc, moi, souvent, quand je mets en place une séance, je mets ça sur papier, je vais sur le terrain, je la teste 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que ça donne? C'est trop dur, c'est pas assez dur, etc. Ok, bon bah ça apporte des effets positifs. Allez, bah en avant. Maintenant, je généralise et je mets ça sur mes athlètes. Donc c'est voilà, donc je suis je suis un peu je suis le testeur. Donc c'est moi qui ramasse les plâtres en fait. Et après c'est mes athlètes qui en profitent avec les ajustements que j'aurais fait entre-temps, quoi. Et tu le disais sur une publication donc que tu as mis il y a pas tellement longtemps sur une séance de VMA que tu n'as pas souhaité réaliser. Ton entraînement était programmé, tu avais une séance avec des allures spécifiques à faire, mais les jambes à l'échauffement n'étaient pas là. Tu sais t'écouter et c'est peut-être ce que tu vas également imposer à tes athlètes. Écoutez-vous, c'est pas parce que tu mets une séance sur le plan qu'il faut absolument la réaliser. Il y a des conditions qui ne sont peut-être pas réunies. Là, on parle de la méthodologie et de la pédagogie au niveau de l'entraînement pour ne pas conduire cette personne-là jusqu'à la blessure. Ouais, tout à fait. C'est effectivement bien résumé. En fait, moi, lorsque j'ai un athlète, que ça soit n'importe quelle distance, mais par exemple si on parle par exemple trail running, en fait, moi je les forme en fait sur 2 aspects. Le premier, c'est je travaille beaucoup moi avec la fréquence cardiaque, notamment quand tu as quelqu'un qui arrive, quand tu vas lui parler de fréquence cardiaque, VMA, etc. Souvent, ils en ont entendu parler, mais voilà. Mais après, de manière concrète, c'est voilà, quand tu le vis toi-même, ça te parle pas. Donc moi, j'essaye aussi d'être très pédagogue en fait dans la manière d'entraîner. C'est-à-dire que si moi je te programme telle séance, je t'explique la raison pour laquelle tu fais cette séance. Souvent, les athlètes ou des gens qui sont peut-être pas accompagnés, qui suivent des plans, ok, tu as un 10 fois 30 à faire, ok, tu vas le faire. Voilà. Sauf que toi, derrière, tu vas interviewer la personne, ok, pourquoi tu as fait cette séance? Les 3/4 vont te dire, bah écoute, je sais pas. Ouais, ça me fait la vitesse. Oui, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter en fait sur le long terme? Voilà. Donc moi, j'apporte aussi cet aspect en fait un petit peu pédagogue. Je vulgarise en disant voilà, moi je te fais faire tel ou tel truc de telle manière à ce que lorsque l'athlète va se retrouver à faire la séance, lorsqu'il aura fini, il comprendra la raison pour laquelle en fait il a fait cette séance. Voilà. Donc ça c'est hyper important. Donc moi je travaille sur la fréquence cardiaque, mais ça dure pas très longtemps parce qu'en fait mon objectif c'est que les gens au travers de la fréquence cardiaque, il y a quand même des zones à respecter pour pas éviter les blessures et pas être en sur-régime, etc. Mais on travaille comme ça pendant un certain temps. Sauf qu'en fait, derrière ça, en réalité, mon objectif, c'est de dire, OK, t'as une monte, t'as une fréquence cardiaque, mais mon objectif, en fait, à moyen ou long terme, c'est de dire, OK, maintenant, la montre, à un moment donné, on l'oublie. Et c'est, aujourd'hui, ton corps a enregistré les fréquences cardiaques dans la tête. C'est que maintenant, on va basculer sur la sensation. Voilà, d'être capable à un moment donné de ressentir les choses. Voilà. Des fois, tu peux très bien avoir une fréquence cardiaque qui va être très basse et en endurance, et tu vas checker, tu vas dire c'est bon, je suis dans le timing de ce que le coach m'a demandé, mais en réalité, tu te rends compte qu'en fait, en termes de sensation, c'est pas bon, ça va pas. Les jambes ne sont pas là, ça répond pas, t'es fatigué, ça. Et il peut y avoir différentes raisons. Et ça, c'est ça qu'après on essaie de comprendre et en discutant. Mais mon objectif en fait ultime, c'est de dire à l'athlète, en fait, ta montre, c'est juste en fait un contrôle. Si à un moment donné tu ressens quelque chose, c'est juste de jeter un œil, et c'est ce que je fais moi d'un point de vue personnel. J'ai toujours la fréquence cardiaque sur mon écran de montre, mais en fait je dois la regarder peut-être sur une séance, aller sur des sorties que je peux faire sur 3 heures. Si je regarde une dizaine de fois, c'est le grand maximum. C'est juste pour dire ah tiens c'est bizarre, je ressens telle sensation. Qu'est-ce que ça donne au niveau cardio? Ah, tu regardes, ah bah oui, c'est normal, je suis un petit peu plus haut. Mais déjà, toi, tu le ressens déjà la chose. Donc, être trop focalisé sur la fréquence cardiaque, c'est pas ça mon objectif. C'est de me dire, ok, au départ, c'est, ok, apprends à gérer ça, parce qu'au moins comme ça, tu as une unité de mesure. Mais en fait, avec le temps, à un moment donné, tu n'en auras plus besoin parce que tu seras capable de ressentir les choses. Et c'est là mon objectif. Mon objectif ultime avec un athlète, c'est ça. Donc ça, quand on arrive à atteindre ça, et aujourd'hui, je vois certains athlètes qui aujourd'hui, en fait,
voilà, fréquence cardiaque, ils sont comme moi. En fait, ils checkent, voire ils la regardent même plus parce que maintenant ils sont justement en mesure de comprendre le pourquoi du comment. Donc oui, comme tu disais, moi à un moment donné, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Je suis censé faire une séance, un petit peu poussée. Dès l'échauffement, j'ai compris que ça allait pas le faire. Pourtant, si je regardais un petit peu mes métriques, etc., et encore, même si les métriques, encore une fois, c'est pareil, je dis à mes athlètes, faut pas trop se focaliser non plus là-dessus, parce que c'est bien d'avoir toutes les données chiffrées, etc. Mais le souci, c'est que si, par exemple, tu es trop focalisé là-dessus, mais que si sur le jour de la course, tu es trop aseptisé, si t'arrives en fait un pépin, tu seras pas capable de le gérer parce que tu as tellement été concentré sur un plan que dès que ça sort un petit peu du plan, c'est compliqué. Donc moi, en fait, ce qui m'est arrivé, j'ai dit, OK, stop, c'est pas grave. OK, je sors du plan. Voilà, je sors du plan, donc je suis parti j'ai fait une séance en endurance, tranquille, et je suis rentré chez moi comme ça, tranquillement. Est-ce que l'entraînement, il est mauvais? Non. Il aurait été mauvais si j'avais insisté, parce que pour le coup, j'aurais pas pris de plaisir. Ça aurait été dur et ça aurait été contre-productif. Donc c'est ça aussi que je transmets à mes athlètes. Je leur fais comprendre parfois, OK, il y a le coach, donc moi je t'ai dit de faire ça, 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 mais n'hésite pas à un moment donné à sortir du plan, parce que c'est des fois en sortant du plan, c'est là où on va se découvrir d'autres choses, on va découvrir peut-être d'autres sensations, on va découvrir, et c'est ça qui va faire que l'entraînement, il est là pour découvrir, en fait, pour se découvrir. C'est pas juste se construire, OK, tiens, je dois faire un ultra trail, là, il faut que je fasse ça, ça, ça. Ouais, OK. Le plan, OK, c'est bien d'avoir un plan, mais à un moment donné, il faut être aussi capable d'aller au-delà du plan, parce que le jour de la course, s'il t'arrive quelque chose, si t'as pas été habitué à devoir t'adapter lors de ta préparation, parce que à un moment donné, t'as trop été strict, tu vas te rater. Pourquoi les élites aujourd'hui, les meilleurs aujourd'hui arrivent à gagner des courses ou arrivent à performer? Voilà. Celui qui va réussir à gagner, c'est celui qui arrivera à contrer les imprévus, en fait, qui va croiser, en fait, durant sa course. Donc un plan d'entraînement, oui, c'est bien, mais si à un moment donné tu oses sortir ou gérer les imprévus, ça sera peut-être plus significatif le jour de la course. Que si tu es cloisonné à quelque chose où finalement, oui, tu vas progresser, mais c'est pas suffisant, quoi. Et ce n'est pas une séance, comme tu dis, où je vais sortir du plan qui va mettre en péril tout ce qui aura été construit sur les semaines ou les mois qui précèdent. Non, pas du tout. J'ai souvent, moi, alors maintenant, ça y est, ça s'est un petit peu, entre guillemets, calmé. J'avais certains athlètes au tout début où presque des fois, ils s'excusaient. Ils m'envoyaient un message, coach, je peux pas faire telle séance, ma fille est malade, mon fils, ou le travail, je suis désolé. Et moi, quand je voyais le mot désolé, c'était non, t'as pas à être désolé, c'est pas grave, c'est pas parce que tu rates une séance d'endurance, une séance de VMA que ça y est, ton plan il est foutu en l'air. Au contraire, parfois, il peut même arriver, parfois, ça dépend du moment où tu te situes dans la préparation. Des fois, il est peut-être plus judicieux de se reposer que d'aller peut-être faire une séance où peut-être t'as pas les jambes, ou typiquement ce qui m'est arrivé moi il y a encore quelques jours. Voilà. Donc non, rater une séance, ça met pas en péril, ça met pas en péril une préparation. Tu rates 2 ou 3 jours d'entraînement. Au contraire, ton corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en mode récupération, et quand tu vas reprendre, et très souvent, c'est ce que mes athlètes me disent. Tiens, j'ai pas pu m'entraîner pendant 3 jours. Par contre, étonnamment, j'ai repris. Oh là là, j'avais une patate d'enfer. Bah oui, t'as rien fait pendant 3 jours. Ok, il y avait ça prévu, mais la récupération, ça fait partie aussi de l'entraînement. Faut pas le négliger, ça. Bah, souvent, les gens, ils ont le sentiment, alors notamment pour ceux qui sont pas suivis, ils ont le sentiment que récupérer, c'est une perte de temps. Mais non, au contraire, c'est presque plus important que la séance en elle-même, quoi. Donc ça, quand tu arrives à le transmettre, en fait, à tes athlètes, et de leur faire comprendre que oui, c'est bien que tu fasses une pause là pendant 3-4 jours. Tu verras qu'après tu seras mieux. Au tout début, ils ont du mal à l'accepter parce qu'ils ont le sentiment que ils perdent du temps et qu'ils vont régresser. Alors, mais quand à un moment donné, c'est là où moi je suis ferme en disant non, tu fais rien. Là, il n'est pas question que tu fasses quoi que ce soit. Là, par contre, je vais être colère, je vais être méchant. Mais
après, quand ils l'ont assimilé, quand ils sont en récup, voire parfois ils sont même contents que je les mette en récup. Voilà, pour certains, voilà. Mais c'est hyper important. C'est hyper important. Et ça fait écho aux discours et aux épisodes que nous avions enregistrés avec Agnès, qui est docteur en neurosciences et qui disait qu'il était important de faire confiance à son instinct. Une séance, tu vois, où tu n'as pas les jambes, où tu sens que ça va être compliqué et difficile, vaut mieux la mettre de côté ou l'adapter, comme tu as pu le dire et le faire, ce qui sera moins préjudiciable que de vouloir absolument passer une séance et peut-être aller jusqu'à la blessure ou que derrière, on n'en tire pas forcément les mêmes bénéfices. C'est exactement ça. Mais ça, c'est vrai que c'est difficile pour un athlète d'accepter, parce que souvent c'est perçu comme un échec. C'est dire je suis pas capable de faire cette séance, et notamment en plus quand tu es coaché, c'est souvent j'ai peur que le coach soit déçu. Et mais moi je leur dis mais en fait non. D'ailleurs, moi, je peux discuter avec l'ensemble des athlètes que j'ai. Jamais je parle de performance. On prépare telle ou telle course, un marathon, un 10 km ou un ultra trail. Jamais durant la préparation, on parle de performance, on parle de chrono. Jamais, parce que c'est le meilleur moyen de mettre une sorte de pression qui va être énergivore. Et si en plus l'athlète, pour diverses raisons, il n'est pas en mesure de pouvoir faire sa semaine ou telle séance, ça rajoute un stress au stress. Donc moi je dis non. C'est surtout pas. Gardons à l'esprit que il faut jouer. On est là pour prendre du plaisir, et si c'est pour avoir du stress, c'est pas bon. Et c'est là aussi mon rôle de coach, de dire et c'est ce que je dis en fait à tous, t'inquiète pas, c'est pas à toi de t'adapter au coach, c'est au coach de s'adapter. Donc c'est la raison pour laquelle si par exemple tel ou tel athlète ne peut pas faire telle séance pour diverses raisons, c'est à moi derrière de réadapter. T'as pas pu faire telle séance, ok, comment on va construire les jours suivants pour non pas compenser ou rattraper, parce que c'est pas bon de vouloir absolument rattraper, mais de comment reconstruire derrière les séances suivantes pour que du coup on vienne un petit peu mettre un voile sur les séances qui n'ont pas été faites. Voilà. Donc c'est pour ça que je leur dis t'inquiète pas, c'est moi qui vais m'adapter, c'est pas à toi. Toi tu vis ta vie. Toi, tu construis, tu travailles, tu t'occupes de ta famille, etc. Voilà. Pas de stress, pas de stress à avoir. Voilà. Ça, c'est hyper. Pour moi, c'est hyper important que les athlètes l'incorporent bien dans la tête, et qui gardent aussi à l'esprit que la course à pied, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui prenne beaucoup de place en fait dans la vie de famille. Voilà. C'est la vie de famille, c'est la priorité. Le travail, c'est la priorité. Voilà. La course à pied, ça reste au second plan. Bien sûr qu'on essaie de l'intégrer, dans la routine, mais ça reste pas une priorité, quoi. Donc voilà, t'as pas fait telle séance, ok, c'est pas grave. Tu dois réadapter la séance, ok, on réadapte. Est-ce que ça va faire de toi un mauvais athlète? Je crois pas. Voilà, je crois pas. Est-ce que travailler, comme tu l'évoques, à la sensation, c'est forcément signe de progression? Tu dis, je n'intègre pas le mot performance dans mes discours avec les athlètes. À un moment donné, il faut quand même poser un chrono. Si quelqu'un prépare un 5, un 10 km, un marathon, on va tout de suite venir dire à l'athlète, tu veux le faire en combien? Alors, comment tu contres un petit peu ces datas, ces chiffres annoncés pour faire retomber justement cette pression et qu'elle ne paralyse pas l'athlète, la personne qui vient à toi? Alors, on va prendre par exemple l'exemple de quelqu'un qui prépare un marathon, par exemple. Tu vas avoir deux profils. Et moi, j'ai ces deux profils-là. J'ai la personne qui va te contacter et qui souhaite faire son premier marathon. Très souvent, ils me disent, je veux le faire en -2. Moi, la première chose que je dis, c'est non. L'objectif, c'est de finir. Ça, c'est quelque chose, c'est pour moi, c'est voilà. Donc déjà, même pour des personnes confirmées qui ont déjà réalisé un marathon. Confirmé, c'est différent. Voilà. Ça, c'est confirmé. Mais pour quelqu'un qui où c'est son premier, souvent ils arrivent, je veux le faire en -2. Ouais, non. Déjà, c'est l'objectif dans ta tête, c'est on va finir. Donc on construit en fait la chose de telle manière à pouvoir finir. Maintenant, effectivement, comme tu dis, pour quelqu'un qui est confirmé, c'est différent. On va pas lui dire, non, ton objectif c'est de finir. Oui, alors déjà, si, bien sûr que c'est de finir. Voilà. Parce que même si après ça se passe pas comme prévu, le second objectif que tu vas comment dire sur laquelle tu vas appuyer, ok, je suis pas dans le chrono, mais bon, moi je vais essayer d'aller chercher la médaille de finisher. Mais si par exemple tu viens avec un chrono, oui, bien sûr que là on va intégrer cette data.
Donc moi, en fait, dans mon plan d'entraînement, on va faire effectivement des séances spécifiques liées justement à l'objectif que l'athlète se fixe. Mais est-ce que pour autant, je reste focus sur ça? Non, j'en parle pas ou très peu. C'est juste à un moment donné, je vais t'amener à en parler quand on va commencer à faire des séances tests, où là, effectivement, on va vraiment se mettre dans des conditions. Donc là, on est, on va dire, à peu près à un mois et demi du jour J, où là, effectivement, on va avoir des séances tests, où là, ça va être des séances un peu difficiles, mais tu es à l'allure marathon. Là, oui, là, on va être amené, effectivement, à parler de là, et surtout de se rendre compte, est-ce que c'est réalisable ou pas? Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je dis souvent à mes athlètes, ok, tu veux faire ce marathon, voilà, et l'idéal, et ça tous les coachs le font, bon bah l'idéal c'est que tu ailles faire un semi-marathon un mois avant le jour J. Sur 15 kilomètres, tu vas travailler donc à l'allure marathon, et puis après le reste, je te laisse en mode freestyle. Après tu t'amuses. Mais après, effectivement, derrière ça, après on analyse et on essaye de voir quelles ont été les sensations, etc. Voilà. Donc là, oui, effectivement, là c'est important. Mais pour autant, moi en tant que coach, est-ce que toutes les semaines, lorsque je vais t'avoir, est-ce que je vais te mettre la tête avec ça, avec des datas, non, pas du tout. Non, moi je construis le plan. L'athlète, de toute façon, il le sait. Il n'y a pas besoin de venir rajouter parce qu'on sait que de toute façon, en plus, quand tu prépares un marathon, notamment plus quand tu es confirmé, il peut y avoir quelque part un petit peu ce stress de OK, je veux le faire en tant de temps, mais est-ce que je vais y arriver? Tu peux avoir des doutes qui s'installent. Si moi, derrière, en tant que coach, je viens un petit peu appuyer, oui, mais tu vois, il faut que tu le passes en 4,02. Ah bah là, tu l'as pas passé. Tiens, à tel kilomètre, t'étais 4 secondes en dessous. Ah, c'est chaud. Non, oui, je le sais, je le vois sur les datas. Mais voilà. Après, c'est à moi de réadapter, de dire, ah, tiens, c'est bizarre. Pendant 2, 3, 4, 5 kilomètres, c'est pas passé. Pourquoi? Et on essaie de comprendre. Est-ce que tu étais fatigué ce jour-là? Est-ce que les conditions n'étaient pas bonnes? Enfin voilà, il y a tout plein de choses. Les datas, c'est une chose, mais après derrière, les chiffres, ça parle. Là, c'est le comptable qui parle. Tu vois. Mais est-ce qu'il Les y a chiffres, trop ça de parle. chiffres, Nuno, aujourd'hui, dans le sport, entre guillemets? On est bardé de capteurs, on est bardé d'informations sur nos différentes montres. Qu'est-ce que tu regardes, toi, en priorité, quand tu débriefes une séance d'un de tes athlètes? Moi, la première chose, c'est la fréquence cardiaque. Parce que pour moi, la fréquence cardiaque, c'est ton moteur. Voilà. Donc tu peux d'ailleurs on le voit quand tu démarres une course très souvent voilà, ta fréquence cardiaque elle est elle est au taquet, ton cœur il est au max, peut-être pas au max, j'exagère, mais voilà, il a le palpitant il est haut, c'est normal, il y a l'excitation, il y a le stress, mais pour autant tout ça a un impact parce que derrière ça joue sur c'est très énergivore, donc le stress va prendre des glucides, enfin les glycogènes, etc. Enfin je veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, donc tout ça, c'est un impact. Donc, ce qui fait que du coup, si à un moment donné, tu restes trop longtemps dans une zone un peu trop haute au niveau cardiaque, bah, si à un moment donné, t'as un coup de mou, bah, c'est souvent peut-être parce que bah, tu vas regarder ta fréquence cardiaque, tu te dis, bah oui, c'est normal, tu étais censé être à, je vais dire une bêtise, à 80%, mais sauf que bah, pendant une heure, tu étais à 85, quoi. Donc, tu étais en sur-régime. Pour ça, je compare souvent ça. Je parle souvent avec mes athlètes, je les compare souvent avec des voitures. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, tu prends ta voiture, tu es sur autoroute, par exemple, et puis en fait tu roules en sur-régime, tu vois, donc au lieu d'être en 5e, tu es en 4e, oui, tu vas rouler à 130. Sauf que ton moteur, bah lui, il va pulser, et puis en fait ta jauge gasoil, bah elle va diminuer très rapidement. Bah nous avec notre corps et le cœur, c'est un petit peu la même idée. Donc oui, ça c'est moi la première chose que je regarde. Voilà. Après, je vais regarder effectivement tout ce qui est notion d'allure, etc. Mais tout dépend de quelle épreuve tu as réalisée. C'est toujours pareil, si effectivement tu fais un 10 km, oui, je vais être focalisé là-dessus. Maintenant, tu as fini un ultra trail, oui, je vais regarder la fréquence cardiaque, mais ce qui va m'intéresser aussi, c'est de voir l'allure. Mais quelle est l'allure? C'est pareil, c'est un petit peu un fossé parce que ça monte, ça descend, tu as des relances, voilà. Mais c'est au moins c'est d'avoir un petit peu une idée, de voir si c'était plus ou moins conforme de ce qui avait été fait pendant l'entraînement. Après, pour répondre à ta question sur est-ce qu'il y a trop de data, pour moi, oui, à mon sens, pour moi, il y a beaucoup trop de data. À mon sens, c'est bien d'avoir les data. Ça te donne tout, voilà, tout plein d'infos. C'est cool. Mais le fait de vouloir travailler trop avec les data, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'à être trop focalisé là-dessus, à un moment donné, tu te retrouves bridé. Tu es aseptisé, en fait. Sauf qu'à un moment donné, si tu te retrouves sur une course où à un moment donné, les choses ne se passent pas comme il était prévu, t'es perdu.
Là, tu es hors data. Et là, du coup, ton corps, il est plus habitué. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, tout se dérègle. Tu as tous les clients qui sont au rouge. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, c'est pas bon. C'est pour ça que je dis que souvent, l'entraînement, ok, tu as un plan, mais et notamment, alors moi, là, c'est plus l'ultra trailer qui parle. C'est qu'il faut pas hésiter, en fait, à expérimenter les choses pour ressentir des choses. Voilà. Parce que habituer le corps à être dans l'inconfort, habituer le corps à potentiellement à se retrouver dans une situation où il n'est pas programmé, où il n'a pas été programmé d'être. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental, c'est que il faut faire en sorte que l'entraînement soit à l'image de la compétition que tu vas vivre. Donc, si par exemple tu prépares un trail long, par exemple, bah moi je dis souvent à mes athlètes, notamment, ok, bah tu vas faire une sortie de 3 heures. Mais c'est rare que je leur dise, il faut que tu sois à telle fréquence ou telle. Non, tu fais ta sortie de 3 heures. Voilà. Et durant cette sortie de 3 heures, je sais qu'à un moment donné, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais ça va être à eux, en fait, de gérer ça. Moi, je suis pas sur place. C'est pas la data qui va me dire, tiens, il faut que tu te mettes à tel truc. Non, non. Expérimente, vois ce que ça donne. Tu te retrouves dans une situation qui est un petit peu cocasse. Réfléchis. Quelle est la solution que tu peux mettre en place sur le moment pour pouvoir régler le problème? Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'en fait, souvent, quand tu arrives en fait à aller au bout de ta course et que ça s'est bien passé, et notamment si on parle des ultra trailers, c'est celui qui a été capable de gérer tous les imprévus. Voilà. Parce que même si l'entraînement, moi en tant que coach, j'essaie de transmettre tous les imprévus que potentiellement l'athlète peut ressentir. Il y en a toujours d'autres qui arrivent et t'es là, tu te dis mince, le coach il me l'a pas dit, je me retrouve comment je fais quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que l'expérimentation elle est hyper importante. Donc les datas oui c'est bien, mais après ça pour moi ça cloisonne trop, ça risque. Enfin pour moi ça peut trop cloisonner en fait l'athlète et je trouve que ça peut être préjudiciable au moment d'une course. Comment tu analyses les séances de tes athlètes? Tu leur demandes d'avoir un petit retour? Tu utilises la plateforme Nolio pour cela, pour gérer finalement tes entraînements? Est-ce que le ressenti post-effort, est-ce que la difficulté, un petit message de l'athlète vont être aussi importants que ces métriques que tu auras toi-même consultées et qui vont ressortir de la montre? Alors pour moi c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. Plus qu'une fréquence cardiaque, une allure ou une oscillation verticale, enfin tout ce qu'on veut. Moi, c'est le ressenti de l'athlète. Voilà. Parce que des fois, tu peux très bien avoir une séance d'endurance. Tu vas regarder la fréquence cardiaque. Ok, super. Voilà, l'athlète, il était dans la zone, donc dans la zone 1. Ok, c'est super. Sauf que quand tu vas lire en fait son ressenti, il va te dire séance pourrie, j'avais pas de jambes, alors que ta fréquence cardiaque en fait elle est super bonne. Donc c'est là où en fait moi mon objectif c'est de dire ok, la séance n'a pas été bonne ou le ressenti n'a pas été bon. Donc pourquoi? Et c'est là où l'échange en fait est important. C'est là où justement après derrière on essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le temps, ça peut être la météo, c'est une séance trop tardive ou une séance matinale ou sur laquelle t'es pas trop habitué et du coup tu te retrouves dans c'est pas ton moment. Le travail aussi, tu peux très bien par exemple revenir du travail, je sais pas moi, ton patron, tout ça, t'as cassé la tête des clients, enfin voilà, va faire que t'étais pas dans le mood. Ton mari, ta femme aussi, c'est ce que je leur dis aussi souvent. Tu peux peut-être embrouiller avec, je sais pas moi, ta femme. Ou, voilà, ça arrive, hein, vie de couple. On est tous passés par là, à un moment ou à un autre. Tu pars courir, t'as les jambes coupées parce que ça c'est hyper important. C'est hyper important parce que moi après en tant que coach c'est de savoir ok est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ou est-ce que c'est juste sur l'instant T quoi, c'est-à-dire demain ça y est ça va repartir, voilà. Et c'est là où justement l'échange est hyper important et c'est là où moi je dis souvent à mes athlètes, notamment quand on démarre, je leur dis souvent moi j'ai besoin de tout savoir. Alors que je dis tout savoir, pas non plus dans la vie privée, mais pas au détail, mais j'ai besoin de tout savoir. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple par exemple d'un athlète qui par exemple prépare un objectif, mais parallèlement il est sur un gros projet de travail où ça prend beaucoup d'énergie, voilà. Ça génère du stress. Ça j'ai besoin de le savoir parce que est-ce que dans le mood sur lequel tu es, est-ce que les séances que moi je vais programmer, elles seront adaptées par rapport à ta vie socio-professionnelle? Des fois oui, des fois non. C'est comme je leur dis, ça leur fait souvent sourire. Je leur dis souvent, si tu t'es embrouillé avec ta femme, ton copain, ta copine, machin, si c'est la petite dispute qui a duré 5 minutes, j'ai pas besoin de savoir. Maintenant, si c'est une dispute qui dure un peu dans le temps parce que il peut y avoir des conflits de couple,
j'ai besoin de le savoir. Alors, je suis pas agence matrimoniale, je suis pas là pour ça, mais c'est juste simplement parce que j'ai besoin de savoir cette info-là parce que si, supposons, par exemple, tu t'es embrouillé avec qui que ce soit ou t'es pas bien et que moi, derrière, je t'ai programmé une séance de VMA ou des choses comme ça. Si tu me le dis pas, je suis pas censé le savoir. Tu vas faire la séance, mais t'es carrément pas bien parce que, en fait, toi, t'es focalisé sur l'embrouille que tu as. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, d'une, tu prendras pas de plaisir. Ta séance, ça sera le raté. Ça sera contre-productif. Et en plus de ça, le risque, c'est que tu te blesses. Parce que tu seras peut-être pas dans les allures, tu vas vouloir forcer parce que ta montre, elle va te dire, bah non, il faut pousser parce que t'es pas dans le truc. Et là, potentiellement, tu peux te blesser parce que psychologiquement, t'es pas dedans. Donc moi, ça, j'ai besoin de savoir ça. Moi, j'ai besoin de savoir dans quel mood tu es. Alors, et après, souvent quand ils me disent, et c'est déjà arrivé, écoute, là, je suis pas bien, je me suis embrouillé, machin, ceci, cela. Ok, je laisse deux options. La première, c'est ok. Est-ce qu'on maintient la séance? Et c'est pour toi, ça va être un défouloir. Tu te diras, je vais être vulgaire, mais oh putain, fais chier. Et puis hop. Et puis j'y vais, ça va me faire du bien. Ou la deuxième option, c'est non, clairement, j'ai pas les jambes. Et auquel cas, c'est soit tu fais rien, ou soit tu vas faire une petite séance, du vélo, enfin ce que tu veux. Voilà. Et ça, du coup, ça change tout. Donc ça change du coup ton plan. C'est pour ça qu'il y a rien qui est figé. Donc la personnalisation, elle est hyper importante. Donc derrière, quand tu as une séance qui tourne mal, bah, le ressenti en fait, il est beaucoup plus important qu'une data ou des choses comme ça. Parce que derrière, si tu me dis bah ouais, bah je me suis embrouillé avec mon patron, machin, ça fait 3 jours que ça dure. Alors ça fait un peu intrusif, mais moi ça me permet de comprendre plein de choses. Les mots que tu vas utiliser ou les mots que tu vas mettre sur écrit, je vais les analyser. Parce que des fois, tu vas peut-être utiliser des mots qui vont être forts. Parce que, bah, à un moment donné, moi, je dis à mes athlètes, je dis, mettez brut de pomme, même s'il y a des fautes, tout ça, je m'en fous. Mais allez-y, quoi. Voilà. Libérez-vous, ça sert à ça. Et souvent, bah, ça te permet de te sortir de situations qui peuvent être, je vais pas dire catastrophiques. C'est un bien grand mot, mais, où tu peux, potentiellement te retrouver avec des blessures, des choses comme ça, ou, alors que si la communication elle avait été bonne dès le départ, bah voilà, il y aurait pas de problème, quoi. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Donc oui, ils ont un travail de ressenti, voilà, qui est hyper important. Est-ce qu'un sportif blessé, comme tu l'évoques, est plus difficile à accompagner? Est-ce que tu poursuis l'accompagnement d'ailleurs sur des athlètes qui seraient en période de blessure, en période où la forme n'est pas là? Et comment psychologiquement tu arrives à les maintenir, on va dire, dans ce plaisir, parce que c'est le maître mot depuis le début de l'épisode, prendre plaisir et kiffer leur pratique du running? Alors, c'est difficile. C'est facile et c'est difficile à la fois. C'est là où l'aspect mental en fait rentre énormément en jeu et il faut être très persuasif parce que un athlète qui a du coup la possibilité de reprendre, déjà moi je demande l'aval kiné, médecin, ça c'est hyper important. J'ai besoin de connaître potentiellement un protocole qui a été mis en place par la médecine parce que je suis pas médecin. Je suis formé sur certaines choses. Sur la biomécanique, etc. Mais pour autant, je me considère pas comme médecin. Voilà, je suis pas. Voilà, je peux potentiellement, t'es blessé, t'as une douleur par-ci par-là. Ok, je peux faire des suppositions, mais bon, voilà. Mais c'est tout. Ça va pas plus loin. Je dirige automatiquement vers la médecine. Quand un athlète revient et qu'il a effectivement cet accord, il est très difficile déjà pour l'athlète de accepter l'idée qu'il faut reprendre de manière progressive. Ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que notamment quand tu te blesses, très souvent, ce qui se passe, c'est que tu étais peut-être au pic de ta forme, tu étais hyper bien, tu avais un niveau au top, et puis d'un seul coup, bam, tout s'écroule. En fonction de la blessure, soit c'est une petite blessure, et voilà, tu t'es arrêté pendant une semaine ou deux, c'est pas très grave, tu vas vite revenir. Quand c'est des blessures qui sont un petit peu plus importantes, oui, là, ton niveau va perdre, et donc là, il faut reprendre tout depuis le début. Et ça, c'est ça qu'il faut accepter, il faut faire accepter à l'athlète que il faut prendre de manière progressive et de démarrer progressivement de telle manière à ce que le corps, lui, il a envie de reprendre. C'est clair que le corps, il a envie de reprendre, ta tête, elle a envie de reprendre, mais par contre, il a envie d'avoir des outils pour qu'il puisse démarrer de manière progressive. Et très souvent, les gens, c'est ah, ok, c'est bon, ça va, moi, le médecin, il m'a dit ok, allez, je peux partir faire un 5 km, 10 km. Non. Et souvent, je m'appuie donc sur différents outils ou voire sur des professionnels en disant, ben voilà, regarde tel ou tel athlète, voilà, regarde ce qu'il a fait, il a été blessé.
Mais voilà ce qu'il est devenu après. Voilà, aujourd'hui, il est complètement sorti des radars parce que voilà, il a repris trop vite voilà. Et c'est fini, tu le verras plus. Voilà. Donc ça, à partir du moment où tu arrives à faire accepter ça, après ça se fait de manière naturelle. Et puis n'oublions pas une chose, c'est que le corps a une mémoire. Donc toi, par exemple, qui est blessé, qui va reprendre, très vite les sensations, tu vas les retrouver. Et très vite, en fait, ta progression, ta progression va aller plus vite que si, par exemple, tu démarrais de zéro, tu n'avais jamais rien fait de ta vie, tu vois. Donc tu vas vite ressentir en fait comment dire, cette progression-là. Et c'est là aussi mon rôle, c'est d'échanger énormément avec l'athlète et de dire, bah, écoute, voilà. Et c'est là où quelque part je me sers un peu des métriques en faisant des captures d'écran, en disant, regarde ce que tu faisais il y a, par exemple, 3 semaines, un mois. Et regarde maintenant, en fait, quasiment sur le même contenu, voilà ce que tu fais, regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où les métriques, là, par contre, d'un point de vue psychologique, tu dis, ah, là, c'est un bon outil. Et souvent, l'athlète se dit, ah ouais, ah oui, effectivement. Ah oui, il a raison. Et puis, c'est conforme à ma sensation. Et puis, du coup, ça te met dans un bon mood, dans une bonne confiance. Et puis, du coup, tu te dis, OK, continuons le protocole comme ça parce que j'ai plus de douleur. Je progresse. Ça me permet de sortir. Et puis, finalement, je vais peut-être revenir beaucoup plus vite que ce que je n'avais imaginé. Donc, voilà. Mais là, l'aspect psychologique, mental est hyper important. Hein. Dans cette transmission des valeurs de la course à pied, du sport qui t'anime, est-ce que c'est pas frustrant de le faire à distance et de ne pas pouvoir être toujours sur place? Alors peut-être pas pour l'entraînement, mais pour des compétitions où tu aimerais peut-être être aux côtés de tes athlètes pour leur impulser ton énergie avant le départ sur un ravitaillement ou les féliciter dans une zone d'arrivée. Alors effectivement, tu as touché le fondement même effectivement de le côté un petit peu négatif du suivi à distance. C'est effectivement, pour ma part, c'est justement la frustration de vivre la course à distance. D'autant plus moi qui aime bien maîtriser, quand l'athlète est dans sa course, tu maîtrises plus rien en fait. C'est là maintenant il fait sa course. Et d'ailleurs je leur dis souvent, je lui dis voilà, c'est le jour J, allez part. Maintenant t'oublies la prépa, t'oublies tout ça. Maintenant tu kiffes ta course et amuse-toi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que notamment, alors tu retrouves plus ça sur l'aspect ultra trail quand tu as des zones de ravitaillement ou tu vois ou des choses comme ça. Une assistance. C'est vrai que le fait de être coach, tu as suivi l'athlète en fait du début jusqu'à la fin. Le fait de l'athlète d'avoir peut-être le coach qui est là, qui va t'aider, tu vois, pour tout ce qui est boisson, etc. Mais surtout le petit mot d'encouragement parce que tu es peut-être la personne qui connaît peut-être le plus l'athlète. Oui, c'est frustrant. C'est très frustrant. Donc moi, je le vis à distance, alors au travers de différentes applications, on a la possibilité de suivre donc les athlètes, voilà, à distance. Au travers aussi, des fois, ça peut être aussi au travers des conjoints, du copain, des choses comme ça qui me tiennent au courant, donc à distance par message. C'est l'occasion pour moi de temps en temps aussi de glisser des mots en disant écoute, quand tu le verras, voilà, dis-lui ci, dis-lui ça. Mais c'est vrai que oui, c'est hyper frustrant parce qu'en plus moi étant comme tu le sais, je suis passionné. Moi la course, quand je prépare un athlète en tant que coach, je prépare la course comme si c'était moi qui allait la faire. Donc je vis le truc à fond. Donc moi je suis autant excité la semaine en fait de course quand c'est un événement majeur pour un athlète, je suis autant excité que l'athlète en lui-même. Des fois, il peut m'arriver de pas dormir parce que je pense mais n'oublie pas de lui dire ci, de lui dire ça, ou de faire ci, de faire ça. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que voilà. Donc du coup, quand le jour J arrive, toi t'es là, t'es devant ton téléphone ou devant ton ordi, et du coup t'attends. Et t'as que ça à faire en fait. Voilà. Donc c'est très compliqué. Tu vois, pour te raconter une anecdote. J'ai fait l'ultramarin donc en juin dernier, donc le 177 km. J'avais des athlètes qui étaient lancés sur la même distance que je les avais préparés pour cette course. Laura d'ailleurs en faisait partie puisque tu t'as eu Laura il y a quelques semaines. Mais je m'étais dit OK, bon, je suis sur place mais comme je fais la course je les suis pas. Je peux pas suivre, il faut que je vive ma course. Et je m'étais promis de ne pas suivre, de pas aller sur l'application et de pas suivre. J'ai pas pu en fait.
J'ai pas pu parce qu'en fait, sur les phases où j'avais décidé de marcher, de faire de la marche rapide, mon premier réflexe, c'était quoi? C'était de prendre mon téléphone, aller sur l'application. Là, c'est LiveTrail, je crois, de mémoire. Et puis, je regardais même pas mon classement, je regardais même pas, ça m'intéressait pas, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir, est-ce qu'ils sont en course? Est-ce que ça va? Voilà. Donc, c'est pour te dire, en fait, à quel point ça devient une obsession, en fait. Ça devient une obsession. Et donc là, du coup, après, à un moment donné, on a été amené à se croiser, certains athlètes. Donc, c'était chouette. Mais du coup, là, t'es plus coach, en fait, parce que là, j'étais plus athlète. Et donc c'était athlète, donc c'était aussi rigolo aussi d'avoir un petit peu cette position, mais c'est fun. Mais sinon effectivement au quotidien, quand il y a des courses notamment majeures, type ultramarin ou d'autres courses comme ça, ouais c'est frustrant, c'est frustrant. Mais après l'émotion, allez quand l'athlète arrive derrière, moi je suis excité comme une puce, voilà, je sais qu'il reste 20 kilomètres, je suis en stress en espérant voilà, si j'étais sur place, de dire voilà, pas de risque, voilà, il reste 20 bornes, t'es bien placé, c'est le genre de choses que tu peux pas dire, quoi. Les petits derniers mots, les petites choses. Alors, ce que je fais, c'est que pour compenser, j'envoie des messages, voilà, en disant peut-être que voilà, l'athlète va prendre un SMS, voilà, un petit mot du coach. Donc, je sais que ça a marché parfois sur certains ou certaines. Ou le petit mot du coach qui envoie un SMS à 2h30, 3h, 4h du matin parce que en fait je dors pas, en fait j'arrive pas à dormir, je dors d'un œil. Donc c'est ça aussi la passion. Donc voilà. Et après je dors après, voilà. Après quand c'est fini je récupère après, voilà. Je me mets en mode récupération comme mes athlètes. Donc avant la performance, avant un résultat brut, une place, un chrono, c'est l'émotion qui fait de cet événement une course réussie et une course aboutie pour toi? Oui, ouais, complètement. En fait une course, faut pas prendre la course en fait seule. C'est pour moi, c'est ce que je dis en fait souvent à mes athlètes, c'est la course en fait, c'est ni plus ni moins qu'une séance de plus en fait dans le plan. Voilà. Puisque si on a bien travaillé, a priori la course, ça sera la copie conforme de ce que l'on a vécu en fait pendant 3, 4, 5, 6 mois. Voilà. Donc c'est dans la continuité. Par contre, ce que je mets en avant en fait, c'est l'émotion, parce que c'est pas tant une performance. Tu peux par exemple finir premier, mais si en fait les concurrents qui étaient derrière toi en fait avaient pas ton niveau, est-ce que ça a la même saveur que si par exemple tu finis avant-dernier ou tu as vécu des trucs de fou, où ça a été compliqué mais que tu as quand même réussi à rallier l'arrivée? Peut-être que l'émotion sera pas forcément, tu vois, la même, et le mérite sera pas forcément le même. Donc moi je mets en avant l'émotion parce que je fonctionne comme ça. Personnellement, je fonctionne comme ça. Si je suis autant amoureux du sport, si je suis autant passionné par le sport, c'est par les émotions que ça me procure. C'est quelque chose qui est depuis tout petit. C'est ce que je disais en fait au début de cette intervention. C'est moi quand je gagnais, je pouvais effectivement pleurer. C'est quand je repense avec un peu de recul. Et des fois, c'était des petites compétitions, la petite course de village. Je gagne la course, j'ai fait plusieurs podiums. Je pleurais comme si j'avais gagné la Coupe du Monde, quoi. Alors qu'en fait, c'est la petite course, voilà. Et au même titre, à l'inverse, je perdais parce que je finissais deuxième ou troisième. Pour moi, être sur le podium, il m'est arrivé de monter sur des podiums en pleurant. Alors que tu fais une course où il y a 400, 500 gamins, tu finis sur le podium, et j'ai des photos où je suis en pleurs. Alors que quand tu regardes la photo brute, tu te dis ah ouais, en fait, il est ému parce qu'il est sur le podium. Ben en fait non, en fait, je suis ému parce que je suis pas sur la première place. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est les émotions qu'en fait le sport en fait nous procure. Si on fait du sport, c'est pourquoi? C'est pas juste pour aller courir, perdre du poids ou des choses comme ça. Bien sûr que il y en a, c'est leur objectif, est très bien. Mais quand tu atteins cet objectif, perdre du poids, un podium, finir une course, qu'est-ce qui ressort en fait de tout ça? C'est ce que tu as en fait dans le ventre, c'est ce que tu as dans le cœur, c'est ce que tu as dans la tête, et l'espace de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, tu es dans un mood où tu es le roi du monde. Et qu'importe que tu finisses premier ou que tu finisses dernier. Et qui n'a jamais vécu des émotions, même ne serait-ce en regardant la télé? On parlait du foot tout à l'heure. L'équipe de France, voilà, la finale de la Coupe du Monde. Malheureusement, voilà, ils la perdent, mais on a tous vu ce match, ou quasiment tous. On a vécu des émotions. C'est un truc de fou. C'est le sport. Le sport te fait vivre des choses incroyables. Si tu as suivi des courses, ou tu suis une course, ou tu vis des émotions incroyables. Donc moi, en fait, en tant que coach, c'est de dire, OK, on se prépare, on essaye d'être au mieux préparé. Pourquoi? Parce que moi, mon objectif, c'est que derrière, tu sois prêt pour vivre ces émotions-là et pas être dans la souffrance. Moi, je te prépare pour que
derrière, quand tu arrives à la ligne d'arrivée, tu puisses vivre 5 minutes de bonheur où ça va te marquer à mort. D'ailleurs, c'est souvent ces 5 minutes-là, en fait, qui te font oublier peut-être les galères que tu as pu avoir dans la course. D'ailleurs, on le voit, tu peux discuter avec des athlètes qui ont peut-être galéré sur des courses. Quand tu leur demandes, voilà, un bilan de leur course, qu'est-ce qu'ils vont te parler? Que des choses positives. Et ils vont te parler de l'émotion qu'ils auront vécue à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être vécu des choses tellement difficiles durant la course que le fait d'avoir eu la fierté d'aller au bout, c'est magique. Donc moi, en fait, mon rôle en tant que coach, c'est de transmettre ça à mes athlètes. C'est de dire, OK, voilà, on est préparé. Maintenant, kiffe ton truc, quoi. Voilà, kiffe le truc. Et moi, je suis là-dedans. Je suis beaucoup dans l'émotion. Moi, des athlètes finissent leur course. Il m'est arrivé, et je le dis, je ne vais pas me cacher, il m'est arrivé de pleurer, d'avoir les larmes aux yeux. Je cache pas, et je lui ai dit, Laura qui gagne la Lyon-Saint-Élion l'année dernière, j'étais chez moi, j'ai suivi ça toute la nuit, j'ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré, j'étais pas non plus, voilà, j'ai les larmes aux yeux, mais c'était pas tant pour moi, c'était parce que comme je me mets à la place de l'athlète, je sais ce que ça procure derrière. Et c'est quelque chose qui est magique. Donc on fait du sport pour ça, en fait, pour moi. Est-ce que tu arrives à leur impulser des conseils sur le sommeil? Tu parlais tout à l'heure de cette importance donc de la récupération, également l'alimentation, même si tu dis habiter au Portugal dans une zone où on pourrait manger à tous les coins de rue. Est-ce que ça fait partie également du plan et des astuces que tu vas pouvoir leur livrer pour mener à bien ces projets? Oui, ça fait partie, ça fait partie intégrante effectivement du plan. Parce que il y a le plan, mais si tu veux réussir une course, s'il y a une chose sur laquelle c'est pour moi indispensable, voire fondamental, c'est tout ce qui est hydratation, nutrition. T'as beau être super préparé, si tu bois pas convenablement, si tu manges pas convenablement par rapport à ce que ton corps a besoin, tu auras beau avoir le meilleur plan au monde et le meilleur coach du monde, tu passeras à côté de ton objectif. Donc oui, effectivement, on l'évoque et on profite justement après de certaines séances clés justement pour mettre en place des protocoles, mais je n'impose rien puisque on sait que tout ce qui est nutrition, hydratation, c'est propre à chacun. Ce qui marche sur moi ne va peut-être pas marcher sur toi ou sur d'autres personnes. Donc c'est justement l'entraînement, il est là aussi pour tester des choses, tester des protocoles de telle manière à essayer de trouver ce qui te correspond le mieux. C'est pour ça que je dis souvent, voilà, je préfère que tu ailles faire une séance, notamment on utilise le week-end pour ça parce que tu as plus de temps, de tester, quitte à ce que la séance soit, je vais pas dire ratée, mais où les sensations n'ont pas été bonnes, mais j'aurais tendance à dire c'est pas grave que les sensations aient été bonnes, parce que de toute façon, ça te servira le jour J, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, si à un moment donné, tu te retrouves dans un coup de moins bien, tu sauras le gérer, parce qu'à l'entraînement, tu l'auras vécu. Voilà. Donc c'est ça aussi. Mais je donne des conseils, mais par contre, je dis voilà, fais des erreurs. Essaye des trucs. Si tu te plantes, c'est pas grave. Je préfère qu'on se plante maintenant que le jour J ou de tester des choses le jour J, parce que c'est fortement déconseillé. Faut pas le faire d'ailleurs. C'est interdit. Enfin, moi, je l'interdis d'ailleurs. S'il y a bien une chose sur laquelle j'interdis, c'est ça. Mais je peux effectivement orienter, mais ça reste quand même quelque chose qui est très personnel et seul l'entraînement peut valider certaines choses. Ouais. Donc, si des athlètes veulent te rejoindre, ils peuvent venir à toi jusqu'au Portugal et tu vas les accueillir. Alors là, on revient sur cette autre société, la casquette un petit peu plus touristique avec NB Évasion. Tu as mis en place donc cette entreprise pour des projets de randonnée, de stage trail ou tout simplement la découverte de cette région au sud du Portugal où tu résides. Oui. Alors là, c'est effectivement, le lien en fait qu'il y a entre Kiffe ton Run et NB Évasion, parce que les deux sont, on va dire quelque part liés. Ce qui les unit, c'est des activités outdoor. Voilà, c'est être en extérieur, c'est de bouger, c'est de s'amuser en extérieur. NB Évasion a un petit peu aussi indirectement cet objectif, c'est de pouvoir faire bouger les gens. Alors là, on n'est plus trop sur l'aspect sportif, notamment sur les aspects randonnée, puisque l'objectif de nos randonnées, c'est de pouvoir faire découvrir notre région. Il y a de très très belles choses à voir, à découvrir, donc que ça soit d'un point de vue paysage, mais d'un point de vue gastronomique, d'un point de vue culture, des traditions. Et notre rôle avec Sandra, c'est de transmettre ce que l'on a eu
par nos parents, puisqu'on est franco-portugais tous les deux. Nos parents sont portugais, notre famille est portugaise. On a vécu nos vacances en étant enfant au Portugal. Chaque année, c'était toujours au Portugal. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est de transmettre un petit peu tout ce que l'on a vécu en étant enfant. Donc, la seule manière de pouvoir le faire, c'est pourquoi pas de le faire en marchant, d'aller dans des endroits très chouettes, et puis au cours d'une randonnée, de pouvoir partager des choses sur voilà un petit peu tout ce qui nous entoure, et puis aussi de parler un petit peu de nos vies, parce que les gens sont souvent un petit peu curieux, tu te dis mais pourquoi, alors que voilà, t'as fait ta vie en France, etc. Donc c'est un échange, encore une fois, de partage, d'écoute. On est encore là-dedans, hein, comme dans le coaching, mais là d'un point de vue un petit peu plus touristique. Et puis ça permet de pouvoir faire quelque part un petit peu de sport aux gens, même si on n'est pas sur de la randonnée sportive, on est plutôt sur de la randonnée vraiment familiale, tranquille. Il peut y avoir aussi des enfants qui participent, et on part faire des balades de 8-10 kilomètres, avec des fois des sorties à thème, avec des visites, une visite d'une orangerie ou une balade bateau, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est assez complet. Ouais. Alors avant de conclure, Nuno, cet épisode, j'ai la traditionnelle question du podcast À côté de mes pompes. Quelle est finalement l'activité que tu aimes faire en dehors de toute activité liée au sport, un moment où tu es toi-même à côté de tes pompes? Ce serait quoi? Alors moi j'aime déjà répondre à toutes les personnes qui m'envoient des messages sur les réseaux. Ça c'est, je peux pas répondre du coup à tout le monde, mais on est encore dans l'échange. Lire, ça j'aime pas mal lire, m'inspirer un petit peu des histoires aussi des uns et des autres. Me promener bien évidemment, et voilà, c'est vraiment me poser, et puis aussi profiter aussi de la famille, d'aller faire des sorties un petit peu familiales, tranquilles, parce que voilà, mon activité et mes entraînements m'imposent entre guillemets, voilà, de sortir beaucoup en extérieur, où je suis souvent seul, donc je suis souvent absent. Donc quand voilà, il y a des moments qui sont propices à pouvoir se retrouver et à pouvoir échanger aussi un petit peu en mode sphère un petit peu privée, ouais, c'est des moments que j'apprécie. Et puis et manger, voilà, manger, la convivialité, aller dans les cafés, siroter un petit cocktail, voilà, passer des moments comme ça avec des amis, c'est des moments très appréciables, qui rafraîchissent la tête, et voilà, ça j'aime bien. Et après il m'arrive aussi de faire c'est encore dans le sport, hein, je suis désolé, mais d'aller faire du canoë, parce que voilà, j'ai des spots pour ça, j'ai ce qu'il faut. Aller faire un peu de temps en temps des sorties canoë, donc voilà, donc tout est lié encore à dehors. Finalement, moi j'ai une maison, mais c'est juste pour manger, dormir, mais c'est souvent je suis dehors. Là je suis en intérieur pour toi, mais il est probable que là d'ici une heure je sois de nouveau dehors, quoi. Donc voilà. On n'en a pas beaucoup parlé sur un plan objectif personnel, sur ta pratique du trail. De quoi sera fait cette année 2024 pour toi? Ah, ça c'est effectivement une bonne question. Alors c'est ce qui m'anime là depuis quelques temps. Alors là j'ai une course donc là ce dimanche, un 46 km avec un petit peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif, une course où je pars pas avec un objectif précis, mais c'est juste m'amuser, puis découvrir un autre coin que je connais plus ou moins, mais bon voilà, j'ai vu le parcours, il y a d'autres endroits que je connais pas, donc ça va être sympa. Et ensuite je prendrai une petite pause, mais pas trop en fait finalement, parce que je vais rentrer très rapidement dans une préparation, puisque je vais participer à l'Eco-Trail de Paris, sur la version 80 km, donc qui va avoir lieu donc début mars. Alors c'est pas forcément un objectif majeur, ça va être un objectif, on va dire, semi-intermédiaire, puisque ça va me permettre de préparer donc l'objectif majeur, du moins du premier semestre 2024, c'est l'ultramarin, parce que j'y retourne à nouveau. J'étais finisher donc là il y a quelques mois, mais j'ai pas fini avec cette course parce que ça s'est pas fini comme je le voulais. J'ai fait une belle performance, mais pas comme je le souhaitais. Mon histoire avec la Bretagne n'est pas finie.
Donc j'ai décidé d'y retourner, ce qui est très rare parce que pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien que lorsque je fais une course, en règle générale, je peux être amené à y retourner, mais pas forcément tout de suite. Donc ça a surpris, ça a doublement surpris parce qu'il n'y a pas de dénivelé. Alors que moi je suis plutôt monsieur dénivelé. Donc c'est ce qui va m'animer là sur les 6 prochains mois. Donc une nouvelle préparation, des nouvelles choses à tester aussi. Donc au cours de cette prépa. Voilà. Et puis après sur la deuxième partie de l'année, j'ai une folie. Mais il y a rien qui est encore calé, qui sera certainement sur fin d'année 2024. J'en ai pas encore parlé à ma femme. Mais il y a une belle distance qui me chatouille. Là, on est plutôt sur du super ultra. On est sur des distances au-delà de 200 km. Pour rien cacher, ce serait peut-être 300. Donc, mais rien figé. Je me suis pas encore mis d'accord avec moi-même. C'est une course qui a lieu ici chaque année fin novembre, qui traverse tout l'Algarve. Alors moi, j'ai déjà eu l'occasion de le faire en 2 fois en aventure en off. Mais là, c'est une course officielle, donc là, c'est traverser tout l'Algarve, donc c'est 303 km avec pas très loin de 8000 ou 9000 mètres de dénivelé. Ça me chatouille, mais rien n'est calé encore parce que il faut caler ça aussi avec l'ultramarin qui reste quand même mon objectif majeur. NB Évasion, on en a parlé tout à l'heure. J'ai des stages trail qui vont se caler aussi un petit peu avant cette grande course qui a lieu fin novembre. Donc voilà, je ne sais pas encore. Il y a rien qui est figé, mais le goût de l'aventure encore, le toujours plus. Pas pour faire le beau sur les réseaux, mais c'est juste simplement parce que j'adore l'aventure. C'est l'occasion aussi d'aller chercher des choses encore plus palpitantes, des choses qui me font briller. Donc jusqu'à fin juin, c'est calé. Après, on pourra rediscuter après l'ultramarin, on va dire. Voilà, on verra à ce moment-là. Si des auditeurs veulent kiffer avec toi leur running ou tout simplement venir jusqu'à vous au Portugal avec NB Évasion, quels sont les moyens pour vous contacter ? Est-ce que tu peux les donner, puis je les remettrai dans les notes de l'épisode. Alors, on a notre site internet, donc NB Évasion, donc qui est www.nb-évasion.com, où donc on a toutes nos offres, notamment sur tout ce qui est randonnée et stage trail, notamment pour celles et ceux qui sont un petit peu plus sportifs et qui veulent découvrir l'Algarve de manière un petit peu différente, de manière un petit peu sportive. Donc, on propose aussi également des stages trail qui ont lieu sur 3 jours, donc ça peut être du débutant, donc à celui qui veut découvrir l'activité de trail jusqu'à confirmer, avec l'idée de j'arrive et je suis pris en charge donc de l'aéroport, hôtel, enfin tout est pris en charge, donc il y a juste à kiffer. Donc ça c'est sur notre site internet, il y a nos coordonnées donc dessus, on est sur les réseaux sociaux bien évidemment, Facebook et notamment Instagram. Voilà, de pas hésiter à nous contacter et puis nous après on fait en sorte de d'adapter au maximum donc la venue donc des gens donc dans notre région. On essaie de s'adapter au maximum pour que les gens puissent s'amuser seuls, en amis, entre amis ou en famille, pourquoi pas. Voilà, même s'il y a des enfants, on s'adapte. Il n'y a pas spécialement besoin de véhicules puisque on a un minibus. Donc on gère aussi le transport. Donc si demain une personne est à l'hôtel ou est dans une maison mais qu'il n'y a pas de transport, s'il faut aller chercher les gens pour pouvoir profiter d'une activité, on le fait, il n'y a pas de problème. On veut vraiment simplifier la vie des gens pour qu'ils puissent s'amuser au maximum, mais voilà, de pas hésiter à nous contacter pour pouvoir échanger et puis pourquoi pas se voir du coup en vrai et puis pouvoir échanger de vive voix et puis de partager plein de belles choses quoi. Merci Nuno pour cet échange autour de ta passion, de ta vision d'entraîneur et clin d'œil à Laura que tu accompagnes qui du côté d'Orléans écoutera cet épisode, mais aussi à toute la team Ruban Bleu. Merci à toi et puis à très très bientôt, très vite. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à
laissez une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.